C'était les titres. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce matin, à la primature, le Premier ministre Artem Seliagodji Ahumezunu a accordé une audience à une délégation de l'Action mondiale parlementaire. Les échanges ont porté sur la nécessité pour le Togo d'adhérer à la Cour pénale internationale et au statut de Rome, et de rejoindre ainsi la communauté des 122 pays du monde ayant ratifié le statut de Rome. À la sortie de l'audience, le chef de la délégation s'est confié à la presse. Ses propos ont été recueillis par Clarisse Atiklé. Nous sommes une délégation de l'Action mondiale parlementaire qui représente plus de 1000 parlementaires à travers le monde, dont 450 en Afrique, et nous faisons la promotion de la Cour pénale internationale et du statut de Rome, et nous espérons convaincre le Togo d'adhérer au statut de Rome et à la Cour pénale internationale. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il y a 122 États au monde, donc la grande majorité des États de la planète, qui ont déjà adhéré à la Cour pénale internationale. Ici, dans la région, 15 États sur 16 de la CEDEAO ont adhéré à la Cour pénale internationale. C'est également le cas de 34 pays en Afrique, donc la grande majorité des pays africains. Et donc, nous espérons que le Togo pourra lui aussi devenir prochainement membre du statut de Rome et de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, il faut être tout à fait clair. D'abord, elle n'est pas rétroactive, donc c'est à partir du moment où un pays a ratifié qu'il devient membre. La Cour pénale ne juge pas le passé, elle regarde vers l'avenir, c'est important de le préciser, mais aussi elle ne juge que des types de crimes limités, le crime de génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre. Et donc c'est l'engagement du Togo, comme d'autres pays, de lutter contre ces crimes parmi les plus graves. À retenir également la fin du 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ce vendredi à Malabo, dans la capitale équato-guinéenne. La délégation togolaise a été conduite par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé. Les travaux consacrés à la promotion ont été consacrés à la promotion de l'agriculture et à la sécurité alimentaire sur le continent. D'autres sujets non moins importants tels que la santé, l'éducation, la recherche scientifique en environnement, sans oublier la piraterie maritime, étaient à l'ordre du jour. Sur ce dernier sujet, le Togo appelle à des actions concrètes pour venir à bout de ces fléaux qui n'épargnent aucun pays. Nous reviendrons plus en détail sur les travaux de ce 23e sommet de l'Union africaine dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal à présent, après Lomé et Dapaon, c'est au tour de Kara d'accueillir le lancement du PDC-ZU, Programme de développement communautaire en zone urbaine. Ce programme amène les quartiers dans lesquels il est mis en œuvre à mieux se prendre en charge en vue de leur pleine participation à l'économie nationale. Comme dans les deux autres villes bénéficiaires, c'est la ministre en charge du développement à la base qui a procédé à Kara au lancement du PDC-ZU. Nestor Monzo. Le programme de développement communautaire en zone urbaine PDC-ZU qui est lancé à cette rencontre pour le compte de la commune de Kara est un instrument conçu pour renforcer les capacités de gestion des organisations à la base dans les villes et accompagner ces organisations dans la réalisation des projets qu'elles auraient elles-mêmes identifiés. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEP, est chargée de l'exécution du PDC-ZU. Il était d'abord un projet de développement communautaire dans les quartiers vulnérables de Lomé. Et donc, on a conduit ce projet au niveau de 4 quartiers. Les résultats intéressants de cet accompagnement ont amené nos autorités à nous instruire pour aller vers un programme. Les résultats obtenus dans le cadre de ce programme nous ont encore amené les autorités à nous dire d'étendre le programme aux autres villes de l'intérieur. Ce programme vise essentiellement à amener les quartiers à s'organiser pour faire face aux problèmes qui leur sont communs. Le problème d'insalubrité, le problème d'infrastructure. Dans le programme de développement communautaire en zone urbaine, un accent particulier est mis sur la mobilisation des ressources, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières. Le PDC-ZU a pour partenaires la BADS, la BOAD, le PNUD, les entreprises KT Vietech, Seco Group et Togo Terminal, filiale du groupe Bolloré.
Pour les actions qui seront menées à Kara, cette filiale a prévu une enveloppe de 125 millions de francs CFA. Par ce financement, le groupe témoigne non seulement son engagement aux côtés des populations togolaises pour son développement, mais confirme aussi sa volonté manifeste à soutenir le gouvernement togolais dans ses efforts de lutte contre la pauvreté au Togo. Dans la ville de Kara, 10 quartiers sont retenus dans la mise en œuvre du PDC-ZU. Pour que ce programme connaisse un succès, la ministre en charge du développement à la base a demandé aux différentes organisations de ces quartiers à faire preuve de dynamisme. Nous avons voulu joindre l'acte à la parole. Et nous sommes transportés dans le quartier de Waou, où nous avons posé la première pierre pour la construction d'un bâtiment scolaire pour le PP de Waou. Ce bâtiment scolaire sera équipé également et sera doté de latrines publiques. La filiale Togo terminale du groupe Bolloré nous apporte la somme de 125 millions. Et ces 125 millions vont nous permettre de réaliser une infrastructure socio-communautaire dans chacun des quartiers. Ce que nous retenons, c'est, comme l'a dit monsieur le préfet, le développement, c'est l'affaire de nous tous. C'est les autorités locales, c'est les chefs traditionnels, ce sont les comités de développement de quartiers, de villages, mais c'est aussi toute la population qui doit se rendre disponible, qui doit choisir de travailler en équipe, ensemble, pour permettre aux habitants des quartiers de pouvoir entretenir les ouvrages qui sont mis à leur disposition. Au lancement du projet, des jeunes entrepreneurs agricoles ont bénéficié d'équipements pour leur permettre de mieux produire. Avant de procéder à la mise sur les rails du PDC-ZU à Kara, la ministre Tomega Dogbe a participé à une rencontre d'échange qui a regroupé les représentantes des fédérations de groupements venus de toutes les préfectures. Ces délégués ont échangé avec les membres de la fédération Halavema de la COSA qui a une certaine avance sur les autres en matière d'organisation et de fonctionnement. Et nous vous annoncions dans nos précédentes éditions que la ville de Kara a un nouveau visage grâce à la réfection des rues. Le ministre des Travaux publics et des Transports a, lui, visité les différents chantiers en cours dans cette ville. Nous retrouvons notre correspondant Nestor Mozo. La ville de Kara en chantier. Un peu partout dans les quartiers, les engins sont à l'œuvre. Les travaux consistent à la construction d'ouvrages, au tracé de nouvelles routes et à la réfection des voies dégradées. Ces travaux sont assurés par la société Ebomaf. Il y avait nécessité, en ce qui concerne les ouvrages, de désenclaver beaucoup de quartiers dans la ville de Kara. Et il y avait également nécessité de réfectionner les routes et de construire de nouvelles routes. Ça, c'est une route dégradée à plus de 80%. Et nous avons considéré la chaussée existante comme une couche de base en ajoutant maintenant une nouvelle couche de roulement. C'est ce que vous constatez, un enrobé de 5 cm. Et nous avons d'abord procédé à la réfection totale de la voie et on a rajouté une nouvelle couche de roulement de 5 cm d'enrobé. C'est en élargissant bien sûr la voie jusqu'aux limites des bordures à raser. Une semaine seulement que les chantiers ont commencé, mais le travail abattu est considérable. En visite sur les chantiers, le ministre des Travaux publics et des Transports a affiché sa satisfaction. Je suis satisfait, vous savez, l'entreprise qui a été commise pour réaliser ces travaux n'est pas à sa première. Elle a déjà effectué des travaux déjà dans la ville de Lomé et elle est déjà sur la nationale numéro 1. Ces travaux vont se poursuivre dans les autres villes, puisque d'une manière générale, dans l'ensemble des villes où il y a un projet routier, nous avons prévu l'aménagement des voiries intérieures. C'est ainsi que, par exemple, pour la ville de Balimé et la ville d'Atakpamé même, dans le cadre du projet Balimé-Atakpamé, il est prévu la réhabilitation de la voirie de ces deux villes-là. Ailleurs même, les rues ont été déjà réouvertes à la circulation. Les usagers peuvent donc pousser un ouf de soulagement, de même que les autorités locales. Je partage le sentiment de joie de la population par rapport à ces travaux qui soulagent tout le monde. C'est un grand chantier ouvert et initié par le gouvernement avec le chef de l'État pour doter nos villes d'infrastructures routières favorables à la circulation. Donc nous espérons que sous peu,
tout le monde sera satisfait et les rues, surtout les principales, seront réaménagées pour faciliter le trafic dans les villes comme dans les campagnes. Pour la réfection des rues, la société Ebomaf promet finir le travail en début de semaine prochaine. Ce sont les autres travaux qui prendront un peu plus de temps. Le processus de vulgarisation du livre blanc du gouvernement a été lancé ce matin à Lomé. C'était au cours d'une cérémonie qui a mobilisé les représentants des différents ministères, ceux des partis politiques, de la société civile et des partenaires du Togo. Cette vulgarisation sera accompagnée d'une tournée de dissémination et d'appropriation des recommandations de la CVJR dans les 5 régions du Togo. Le compte rendu avec Essorham Théo. Le livre blanc du gouvernement est enfin disponible. C'est la recommandation numéro 55 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation qui est ainsi mise en œuvre. Ceci confirme la volonté du gouvernement de mener à bout le processus de justice traditionnelle du Togo entamé depuis 2009. La vulgarisation du livre blanc du gouvernement sur les recommandations de la CVJR, autre étape importante du processus de réconciliation nationale, lancé ce jour, aura lieu du 30 juin au 4 juillet 2014. Les recommandations sont en 2 catégories. Il y a les recommandations de nature symbolique qui visent à l'apaisement social, qui visent à la cohésion sociale et au renforcement de l'unité nationale, telles que la redénomination des rues, le fait que le 13 janvier ne soit plus célébré. Il y a un certain nombre de mesures symboliques qui feront l'objet d'une exécution à court terme. Et puis, il y a l'ensemble des recommandations qui sont liées aux réformes institutionnelles, sécuritaires, de justice et qui regardent un peu tous les aspects de la vie sociale togolaise qui feront l'objet d'une mise en œuvre progressive. La vulgarisation du livre blanc du gouvernement et de la dissémination des recommandations de la CVJR se fera à travers une tournée dans les 5 régions du Togo. L'initiative est très appréciée de la représentante résidente du PNUD au Togo. Madame Kardiata Lo Ndiaye a réaffirmé la disponibilité de l'ensemble des agences du système des Nations Unies à accompagner ce processus et invite les différents acteurs à s'investir davantage en vue de la réconciliation et de la promotion de la culture de la paix et de la consolidation des acquis. Le ministre Yakubu Amadou a retracé le chemin parcouru ainsi que l'intérêt de cette démarche. Avec le lancement de la tournée de vulgarisation de ce jour, les équipes du ministère distribueront encore 2000 exemplaires mis à notre disposition par le programme des Nations Unies pour le développement à travers notre pays. Je voudrais à cette étape de mes propos remercier très vivement la représentante résidente du PNUD et son équipe pour toute l'assistance dont nous faisons l'objet. Je voudrais rappeler à notre aimable attention que depuis 2 semaines, grâce au chef de l'État et sur ses instructions, 50 exemplaires du livre blanc sont mis à la disposition de chaque parti politique connu dans notre pays et 10 exemplaires à chaque organisation de la société civile. Les médias ne sont pas exclus de ce programme. Je voudrais profiter de cette tribune pour demander aux responsables des partis politiques et associations qui existent et fonctionnent encore dans notre pays et qui n'ont pas reçu les documents de nous approcher pour récupérer leur lot. Le livre blanc du gouvernement est un document de 11 pages qui rappelle le contexte général avec, entre autres titres, la CVJR, son travail, la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, les mesures urgentes et symboliques, les réparations matérielles, les réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires. Autre actualité, comment est mise en œuvre au sein des communautés le Code des personnes et de la famille adopté en 2012 au Togo. Cette interrogation a fait l'objet d'une enquête réalisée par la société civile et pour la présentation et validation des résultats de terrain, organisations de la société civile, représentants du gouvernement se sont retrouvés ce matin à Lomé. Le compte rendu de cette rencontre avec Adolphe Paca.
Après 6 mois de collecte des données au sein des communautés à la base portant sur l'application effective du Code des personnes et de la famille adopté en 2012 au Togo, les organisations de la société civile, le gouvernement et les communautés elles-mêmes sont en conclave pour l'évaluation des résultats. Selon le rapport de l'enquête, des avancées sont certes enregistrées en ce qui concerne le plaidoyer législatif et politique, mais d'énormes difficultés demeurent. Elles sont relatives aux droits fonciers des femmes et à leur autonomisation. Nous voyons qu'il y a un écart entre ce que le Code propose et ce qui se fait concrètement sur le terrain par rapport à nos coutumes. Si nous voulons respecter le genre, si l'homme a accès à la terre, il doit en être de même pour la femme. Le problème qui se pose, c'est les problèmes relatifs au mariage. Dans nos coutumes, généralement, la terre appartient aux collectivités. Les droits fonciers des femmes ne faisant pas l'unanimité au sein des communautés, les considérations culturelles ne doivent donc pas être minimisées. D'où la sensibilisation des populations à accentuer sur les droits sociaux juridiques. Tous les cas sont différents l'un de l'autre parce que chaque organisation est basée dans son contexte spécifique, mais ce qui est l'approche générale est qu'il faut garantir, il faut faire de manière que les femmes aient accès à la terre, qui aient la possibilité d'exploiter la terre et qui aient de droits, que leur droit à la terre soit reconnu. La femme, de par son rôle social, reste une actrice majeure du développement et lui reconnaître ses droits fondamentaux contribuerait à coup sûr à la réduction de la pauvreté. C'est d'ailleurs le vœu des autorités togolaises qui ont ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux relatifs à la protection de la promotion des droits de l'homme, particulièrement les droits des femmes et des enfants. Reste que les acteurs impliqués jouent leur partition. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 14e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 30 juin 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Les activités au programme de la revue annuelle des performances 2013 de la santé ont pris fin hier avec la pose de jalons devant permettre la réalisation des recommandations. Au souci du gouvernement d'améliorer le système sanitaire du Togo, s'ajoute celui des médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens désireux de promouvoir leurs différentes spécialisations. Ils ont donc créé hier la Société togolaise des managers médicaux. Le compte rendu avec Essoham Théo, Eric Djanipo et Charlotte Moussime. La rencontre a permis d'évaluer la performance des 5 programmes du Plan national de développement sanitaire au Togo. Un programme qui prend en compte la mortalité maternelle et néonatale, le paludisme, le VIH-Sida, la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. Après 3 jours d'échanges, les professionnels de la santé et les partenaires se sont accordés sur le renforcement du système communautaire de santé. Des recommandations ont été formulées pour atteindre des objectifs en matière de santé de la population. L'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à prendre en charge ceux qui sont laissés de côté. Par exemple, les gens du secteur privé, les gens du secteur informel, et puis nos mamans qui sont, et nos papas qui sont dans les fermes et autres là, dans les villages. Donc si on arrivait à couvrir toute la population togolaise, on atteindrait la couverture universelle. Les partenaires en développement entendent apporter leur contribution à la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises. Pour la représentante résidente de l'UNICEF au Togo, cette initiative entreprise par les autorités togolaises devra susciter des bouleversements positifs dans le secteur de la santé au Togo. L'ensemble des partenaires financiers va apporter un appui tout d'abord technique à la réalisation des recommandations, un appui financier aussi éventuellement là où ceci s'avérera vraiment nécessaire, l'appui technique et financier aussi
continuera à accompagner l'ensemble de l'exécution des grands axes du plan national de développement sanitaire. À travers donc cette revue annuelle des activités sanitaires, le gouvernement toujours s'engage à définir de nouvelles orientations en faveur de la santé en posant des bases plus solides pour lever les manquements qui obstruent la bonne mise en œuvre des programmes sanitaires au Togo. Des jalons sont ainsi posés pour l'atteinte des objectifs et mieux répondre aux attentes de la population. En marge de ces travaux, les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens ont tenu une assemblée générale constitutive de la Société togolaise des managers médicaux. Cette société, première du genre au Togo et en Afrique, permettra de produire et diffuser les recherches, rendre compte des travaux, améliorer les connaissances des membres et promouvoir leur domaine. Elle vise également l'excellence dans les prestations des adhérents et à contribuer au développement du système sanitaire au Togo. Le bureau mis en place est dirigé par le docteur Kosivi Agbelenko Afanvi, directeur préfectoral de la santé des lacs. Les drogues et médicaments de qualité douteuse sont d'autres sources de maladies. Pour lutter contre leur trafic et marquer la journée du 26 juin hier, une opération de destruction de ces produits nocifs saisis par les forces de répression a eu lieu au champ de tir d'Agoué-Nivi. Patrice Bocan. Les différents types de drogues couramment saisis par les forces de répression et antidrogue au Togo sont la cocaïne, l'héroïne, la méthamphétamine, le cannabis auquel s'ajoutent les psychotropes. Véritables substances à haut risque, elles ont été l'objet d'une présentation minutieuse aux personnalités présentes au champ de tir pour leur destruction. Une détermination du gouvernement togolais aux côtés de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et décourager les trafiquants. Nous avons voulu joindre l'acte à la parole en incinérant toutes les saisies de l'année. Plus de 5 tonnes de stupéfiants. Vous avez plus de 5 tonnes de cannabis, presque 5 kg de cocaïne et un peu plus de 20 kg de amphétamine, qui sont l'œuvre des forces de répression, à savoir les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la douane, les forces de défense, et qui ont reçu les instructions du gouvernement de tout mettre en œuvre pour décourager et désillusionner ceux qui pensent utiliser notre territoire comme point de passage ou comme lieu de consommation. Après une brève démonstration de tests de confirmation de drogue par le laboratoire de la police scientifique, place à la mise au feu. À cette 27e journée mondiale antidrogue, un seul message d'espoir de l'Office des Nations Unies contre la drogue. Oui, c'est possible de prévenir et de traiter les troubles liés à l'usage de la drogue. Et c'est également hier que le monde entier a célébré la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Amnesty International a pour l'occasion animé à son siège à Lomé une causerie débat. Idée d'appeler la communauté nationale et internationale à plus d'efforts pour bannir la torture sous toutes ses formes. Robert Potogbe, Silver Abdou. Tout comme les autres organismes impliqués dans la lutte contre les traitements inhumains et dégradants, Amnesty International branche togolaise a marqué le 26 juin journée mondiale pour le soutien aux victimes des traitements dégradants par une série d'activités, dont cette rencontre avec ses partenaires pour faire l'état des lieux 17 ans après l'entrée en vigueur de la Convention. C'est l'occasion pour nous de pouvoir mobiliser la communauté nationale, internationale, autour des personnes qui ont été une fois victimes de la torture parce qu'elles ont besoin de notre soutien, de notre solidarité. Durant ces 5 dernières années, Amnesty International a pu recenser des cas de traitement inhumain et dégradant dans 141 pays dans le monde. 144 pays ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture. Le Togo l'a ratifiée en 1994.
Bannir la torture sous toutes ses formes, c'est respecter l'un des principes du droit international humanitaire. Les forces armées togolaises et celles béninoises ont pris connaissance de ce droit cette semaine à Lomé. Isidore Koubatine. C'est ici, au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à Lomé, que ces formateurs, officiers et sous-officiers des forces armées togolaises et béninoises ont appris à travers un stage pratique les principes fondamentaux du droit international humanitaire. Un impératif pour permettre à ces hommes de maintien de la paix d'être des soldats de la loi et respectueux des droits humains sur le théâtre des opérations. Actuellement, tout ce que militaires nous faisons, tout est vu sous miroir grossissant. Il y a les journalistes, tout est filmé, tout est retransmis en direct dans le monde entier. C'est pourquoi il faut apprendre le droit international humanitaire. Parce que quand vous évoluez, ce n'est plus autant jadis où quand on trouve un ennemi, ce n'est pas tout le monde qu'on doit tuer. Il y a des gens qui participent au combat, ceux-là, ils constituent une cible militaire. Mais les civils qui ne participent pas, même les combattants qui se sont rendus, qui ont déposé les armes, même les combattants qui ont été blessés, qui ne peuvent plus participer au combat, il est inutile de leur faire subir des souffrances. Durant plus de 10 jours, ils étaient en session pratique et théorique en compagnie des membres du Comité international de la Croix-Rouge et de la hiérarchie militaire pour mesurer la tâche qui les attend. En recevant ces attestations, c'est qu'ils sont en mesure de transmettre à leurs frères d'armes les normes et valeurs du droit international humanitaire qui visent à limiter les effets des conflits armés. Je vous donne lecture de ce communiqué à présent. Le comité d'organisation des états généraux de la presse togolaise porte à la connaissance des journalistes désireux d'assurer la couverture médiatique de ces importantes assises qui se déroulent du 30 juin au 2 juillet 2014 à Kalimé qu'ils doivent se faire établir une accréditation. À cet effet, ils doivent déposer leur demande d'accréditation au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, à Agbalépé-Dogan, au plus tard demain, le samedi 28 juin 2014 à midi 00. Et en prélude à ces assises, une prière musulmane a été dite cet après-midi à la grande mosquée de Lomé. Les membres du comité d'organisation et les responsables du ministère de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique ont pris part à cette prière. Diverses intentions, dont la réussite de ces assises, ont guidé les fidèles d'Allah dans leur adresse à Dieu. Pierre Soussoupo. À moins de 75 du démarrage des états généraux de la presse, les membres du comité d'organisation se confient à Allah, le miséricordieux. Prière de circonstance, ils se dirigeaient par l'imam de la grande mosquée de Lomé. Et les intentions sont bien précises. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique rend grâce à Dieu Tout-Puissant pour lui avoir accordé toute la force nécessaire, toute cette santé et ce courage pour pouvoir préparer les états généraux de la presse qui se tiendront d'ici quelques heures. Il est important aussi que nous puissions mettre dans la main de ce créateur les organisateurs, les participants, nos déplacements, nos langues, notre esprit, pour que tout ce qui peut être chaud, qu'il puisse le refroidir, tout ce qui peut être faussé, qu'il puisse le rendre droit, pour que nous puissions échanger et apporter une solution ou bien apporter de quoi nourrir la presse togolaise qui doit être une presse constructive. Une messe catholique est également demandée et sera dite le dimanche prochain. Lundi 30 juin déjà vont s'ouvrir les travaux de ces assises qui verront la participation de toutes les organisations de la corporation pour une presse plus responsable, éducative, axée sur les principes de l'éthique et de la déontologie.
Retour sur la qualification historique des Fennecs d'Algérie hier pour les 8e de finale au Mondial 2014. Et comme sans doute, la joie des Algériens, où qu'ils se trouvent, était sans précédent. Regardez. Devant les écrans géants, les supporters algériens souffrent autant que leur équipe sur le terrain. La Russie mène 1-0. L'Algérie doit alors absolument marquer pour se qualifier. De Marseille à Lille, pendant de longues minutes, les supporters attendent un coup de génie. Il y aura finalement un coup de tête de Slimani. Paris, Lille, Marseille, Toulouse, partout en France, la même euphorie et le même refrain. Vous attendiez ça depuis longtemps? Ah, depuis 32 ans. Magnifique, c'est la première fois, c'est magnifique, c'est magnifique. Pour la première fois, l'Algérie va disputer un 8e de finale de Coupe du Monde. Ce sera lundi soir contre l'Allemagne, l'un des grands favoris. Pas de quoi effrayer les supporters qui, sur les Champs-Élysées, débutent une nuit de folie comme seul le football sait les improviser. L'Allemagne, il n'y a pas de problème, l'Allemagne de la poche. C'est quelque chose de vraiment formidable pour l'Algérie et qui représente toute l'Afrique. Nous sommes vraiment tous heureux. De l'autre côté de la Méditerranée, la nuit fut courte et bruyante. Alger a célébré comme il se doit ce résultat historique. Grâce à Dieu, on a gagné et on s'est qualifié. Tant pis pour ceux qui ne croyaient pas en nous. Vive l'Algérie! En France, les scènes de liesse ont laissé place à quelques débordements. Comme ici, dans la région lyonnaise. Affrontements avec les forces de l'ordre, voitures et poubelles incendiées, commerces vandalisés. Selon la police, au moins 74 personnes ont été interpellées à travers la France hier soir. On l'aura compris, l'excès de toute chose, même de la joie, est nuisible. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. Notez qu'à 22h30, vous serez en compagnie de Isidore Koubatine pour la dernière édition du journal. Au revoir.